Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse académique. Aujourd'hui, on plonge tête première dans une exploration rigoureuse d'un véritable monument de la philosophie naturelle, la physique d'Aristote. Et plus précisément, on va décortiquer exclusivement le livre 5. C'est un texte qui est d'une densité remarquable qu'on va aborder ici via la traduction d'Henri Cartron. Notre but, prendre ces concepts philosophiques antiques, qui peuvent sembler super intimidants, et les rendre complètement limpides. C'est une vraie dissection intellectuelle qu'on va faire ensemble. Aristote, faut comprendre qu'il ne faisait pas juste regarder le monde autour de lui, il le catégorisait avec la précision chirurgicale d'un biologiste aujourd'hui. Ce livre 5, c'est littéralement la base conceptuelle de toute la physique qui va suivre. Ça nous donne le vocabulaire de base pour décrire le tissu même de notre réalité matérielle. Alors, avant d'entrer dans le vif de la taxonomie d'Aristote, on peut se poser une question bien simple mais fondamentale. C'est quoi au juste le mouvement réel dans notre monde physique? Souvent, on imagine le mouvement de façon super basique, comme le fait de se lever d'une chaise ou de marcher d'un point A à un point B. Mais dans ce texte-là, le mouvement, c'est une réalité tellement plus vaste. C'est le passage, la transformation, l'actualisation de ce qui n'était qu'une simple possibilité. C'est l'acte par lequel ce qui pourrait être devient ce qui est. Ce n'est pas juste un changement de coordonnées sur une carte, non, c'est la trame de fond de toute transformation matérielle. Et c'est exactement cette réflexion-là qui sert de fondation à tout le livre 5. Voici comment on va structurer notre analyse aujourd'hui. D'abord, l'anatomie du changement. Ensuite, ce qui ne change pas. En troisième lieu, les espèces de mouvements. Et on termine avec contact et continuité. On y va avec notre première partie, l'anatomie du changement, avec une vision un peu plus macroscopique. Si on se fie au texte de Carteren, tout commence au chapitre 1 du livre 5. Aristote y pose des distinctions préliminaires qui sont absolument cruciales. Il fait vraiment une déconstruction en règle du concept de changement. En fait, il nous dit qu'avant même de s'amuser à classer les types de mouvements dans l'univers, il faut absolument comprendre comment ce changement-là s'attache aux objets réels. La grande question, c'est de savoir est-ce qu'on observe un changement direct qui appartient vraiment à l'objet ou si c'est juste une sorte de coïncidence contextuelle. Ça nous amène tout de suite à une distinction clé, le changement par accident contre le changement par soi. Pour bien imager ça, prenons une analogie concrète tirée de l'esprit du texte. Si on dit « le musicien marche », ça c'est un mouvement accidentel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la musicalité de la personne qui marche, c'est l'être humain qui, par un pur accident de la réalité, s'adonne à être un musicien. À l'inverse, un mouvement essentiel ou par soi, ça concerne la chose elle-même, de façon intrinsèque. C'est la main qui frappe ou le morceau de bois qui chauffe. C'est l'objet qui subit ou initie l'action par sa nature même. Et pour notre analyse académique d'aujourd'hui, on va complètement écarter tout ce qui est accidental pour se concentrer uniquement sur la pureté du mouvement essentiel. Une fois qu'on a mis de côté les accidents, le texte identifie 5 éléments incontournables. C'est simple, ils doivent absolument être présents dans tout mouvement essentiel. Pour bien visualiser cette mécanique-là, imaginez un voyage en train. Premièrement, on a le moteur, c'est la locomotive, la force qui initie l'action. Deuxièmement, le mu. Ce sont les wagons qui se font tirer, donc le sujet matériel qui subit le changement. Ensuite, on a le temps. Ça représente les rails sur lesquels l'action se passe. Ça donne la durée nécessaire à la transition. Bien sûr, tout voyage prend une gare de départ, ça c'est le terme initial, et une gare d'arrivée, qu'on appelle le terme final. Sans ces 5 piliers-là présents en même temps, l'idée même de changement, philosophiquement parlant, ça ne tient juste pas debout. Un autre point super important qu'on retrouve dans ce premier chapitre, c'est l'immobilité de la forme. Selon la traduction, le mouvement, ça réside toujours dans le sujet concret, dans le mu. C'est le morceau de bois tangible qui devient chaud. Mais l'idée abstraite de la chaleur, la forme comme telle, elle ne bouge pas. La chaleur ne se déplace pas dans l'espace ou dans les concepts. C'est vraiment la matière du bois qui s'approprie la qualité de la chaleur. Le mouvement est donc toujours ancré dans la matière physique, jamais dans les concepts abstraits. On passe maintenant à notre deuxième partie, ce qui ne change pas, ce qu'on appelle les exclusions. Le gros point à retenir ici, c'est l'exclusion de la substance. Dans le système d'Aristote, un mouvement selon la substance, c'est impossible. L'explication est super logique. Tout vrai mouvement doit se faire entre des contraires. Par exemple, passer du chaud au froid ou du blanc au noir. Or, une substance comme un être humain ou un arbre, ça n'a pas de contraire intrinsèque. Un arbre ne bouge pas pour devenir un concept de non-arbre. Ça ne marche pas de même. L'arbre commence à exister ou il meurt et est détruit. Mais cette transition existentielle, la naissance ou la mort, ça relève de la génération ou de la corruption. Ce n'est absolument pas considéré comme un mouvement dans cette taxonomie restricte. Et c'est la même chose pour les relations. Elles sont exclues du concept de mouvement par soi. Prenons un exemple bien simple. Un étudiant qui grandit. Si l'étudiant prend quelques centimètres, il devient soudainement plus grand que son ami.
La relation de taille entre eux vient de changer, c'est clair. Mais ce changement-là, il est purement accidentel pour l'ami, parce que l'ami, lui, n'a rien subi physiquement, il n'a pas bougé. Aristote précise aussi qu'il n'y a pas de mouvement de l'agent et du patient, parce qu'il ne peut pas y avoir de mouvement de mouvement. Le vrai mouvement, ça s'applique juste aux qualités directes d'un objet, pas à ses relations abstraites avec le reste du monde. Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie, les espèces de mouvements, les vraies catégories. On arrive au chapitre 2. C'est ici qu'Aristote nomme officiellement les grandes espèces de changement. Puisqu'il vient juste d'éliminer la substance et les relations, il divise maintenant le monde observable de façon hyper méthodique, en se basant sur la catégorie de l'être qui subit la transformation. Pour rendre cette philosophie grecque un peu dense, plus facile à digérer, on va la lier à des choses qu'on connaît bien, à travers 3 grandes catégories. Premièrement, la qualité, qui correspond à l'altération. Deuxièmement, la quantité, qui correspond à l'accroissement. Et troisièmement, le lieu, qui correspond au transport. On va regarder ça de plus près pour être sûr que c'est bien clair. La première espèce, c'est l'altération. On parle ici d'un changement purement qualitatif. C'est un glissement, en plus ou en moins, à l'intérieur d'une seule et même propriété. L'analogie d'un mur qu'on est en train de peinturer, c'est en plein ça. Quand on recouvre un mur blanc avec de la peinture noire, la substance du mur, elle, ne change pas. Ça reste le même mur physique. Mais sa qualité chromatique passe d'un extrême à son contraire. L'objet perdure, mais sa qualité subit une transformation absolue. Ça, c'est l'essence même de l'altération. La deuxième espèce, c'est la quantité. Aristote appelle ça l'accroissement ou le décroissement. Pensez simplement à un ballon de fête qu'on gonfle. Le mouvement ici, c'est d'aller vers une grandeur plus achevée quand on souffle de l'air dedans, donc on augmente son volume dans l'espace, ou l'inverse, on s'en éloigne quand on le dégonfle. Encore une fois, la nature du ballon ne change pas, sa position géographique non plus, c'est uniquement son extension physique, sa taille, qui s'altère. Et finalement, la troisième espèce, probablement la plus évidente pour nous au quotidien, le transport. C'est le mouvement selon le lieu. Prendre son auto pour aller du point A au point B, c'est l'exemple parfait. Et pour le physicien aristotélicien, le transport, c'est le changement le plus fondamental de tous. Pourquoi? Parce que tout corps matériel prend nécessairement de la place dans l'espace. Toutes les autres formes de mouvement qu'on vient de voir, comme s'altérer ou grandir, ça nécessite d'abord qu'il y ait un corps qui existe et qui soit situé quelque part. C'est la base même de toute interaction physique. On passe à notre 4e et dernière partie, contact et continuité, où on va faire un zoom sur la géométrie spatiale. On plonge maintenant dans le chapitre 3 et on regarde la réalité à une échelle microscopique. On va définir quelques concepts clés assez rapidement. D'abord, la simultanéité. Aristote nous dit que des choses sont ensemble quand elles sont dans un lieu unique, immédiat. Attention ici, c'est super important, on ne parle absolument pas de temps. Le mot en français moderne peut nous induire en erreur, on parle vraiment de cohabitation spatiale stricte. C'est une proximité physique totale où il n'y a plus de distance entre deux objets dans un même contenant. Ensuite, le contact. L'idée est simple. Pour qu'il y ait contact, il faut que les limites ou les extrémités physiques des choses soient ensemble. Il n'y a pas de fusion ou de mélange bizarre de matière. C'est purement les frontières extérieures qui se rencontrent et qui se touchent physiquement dans l'espace. Après, pour qu'un mouvement puisse se faire, il faut traverser un intermédiaire. C'est le terrain de jeu obligé qu'un mouvement continu doit franchir avant d'arriver à sa destination finale. Pensez à une gamme musicale sur un piano. Pour aller de la note la plus aiguë à la note la plus grave, on est structurellement obligé de passer par toutes les notes intermédiaires qui se trouvent sur le chemin. Ça nous mène à la notion de contiguïté. Qu'est-ce qui est contigu? C'est ce qui vient juste après, c'est strictement consécutif et en plus est en contact physique. C'est une définition qui s'additionne. Ça prend un ordre et ça prend un contact. Et ça, c'est le précurseur direct à un concept encore plus absolu qu'on va voir à l'instant, la continuité totale. C'est là qu'on arrive à l'une des nuances les plus fascinantes de tout le texte, la grosse différence entre la contiguïté et la continuité. Pour bien séparer les deux, imaginez une clôture en maille de chaîne. Chaque maillon suit l'autre et touche physiquement au précédent. Il y a succession, il y a contact. Ça, c'est la contiguïté parfaite. Mais maintenant, prenez un bloc de métal massif et solide. C'est complètement différent. La matière dedans est totalement ininterrompue. Les limites des différentes parties fusionnent pour ne faire qu'une seule limite commune. C'est impossible de voir une division à l'intérieur. Et c'est cette intégrité absolue qui définit la vraie continuité selon Aristote. Finalement, au chapitre 5, toutes ces notions-là convergent. Quand on comprend ces micro-connexions dans l'espace, puis qu'on les associe aux macro-catégories des contraires, on obtient une vue d'ensemble incroyable de la taxonomie du monde physique. Le mouvement, tel qu'Aristote le décrit, ce n'est jamais aléatoire. Il y a une logique stricte derrière. Un moteur agit sur un sujet,
le fait passer d'un contraire à un autre en traversant des points de contact spécifiques et en suivant des trajectoires hyper continues. C'est une vraie mécanique de l'existence. Chaque petite variation, que ce soit une baisse de température ou un simple déplacement, trouve exactement sa place dans cette grande grille d'analyse universelle. Alors, pour conclure cette présentation, je nous laisse sur une petite réflexion. Aristote nous a décrit un univers parfaitement structuré qui se base sur une continuité stricte et sur le passage super organisé d'un contraire à un autre. Mais on peut se poser la question. Aujourd'hui, avec la physique quantique moderne qui nous montre un monde microscopique fait de sauts discrets, de probabilités, d'états superposés, est-ce que cette vision continue d'Aristote tient toujours la route ou est-ce que ça exigerait d'écrire une toute nouvelle taxonomie philosophique? C'est une question qui est fascinante et qui ouvre la porte à de belles réflexions pour la suite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec autant d'attention.